Bonjour à tous, vous écoutez Radio CHU, bienvenue dans Point d'orgue. Aujourd'hui ce n'est pas moi qui reçois l'invité, mais l'invité qui a la gentillesse de me recevoir. Je suis en compagnie du clarinettiste Richard Rimbert, bonjour. Bonjour Léa. Et de son élève, la clarinettiste Thaïs Lafont. Bonjour Thaïs. Bonjour. Alors Richard Rimbert, vous êtes clarinettiste soliste au sein de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, ONBA, et vous enseignez également au Conservatoire de Bordeaux. Arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes entré dans l'ONBA sous la direction d'Alain Lombard. C'est exact, oui. Et puis après lui, John Neschling, Hans Graf, Christian Lobach, Kwame Ryan et aujourd'hui Paul Daniel. Ils se sont tous succédés la direction musicale. Qu'est-ce que ça change pour les musiciens quand il y a un changement à la tête de l'orchestre ? Qu'est-ce que ça change ? Chaque chef d'orchestre a sa vision des œuvres et ce qu'il veut en donner, le sens qu'il veut donner à ses œuvres, et peut-être à sa vie en même temps, et il travaille avec son orchestre pour justement traduire cette idée en musique. Voilà, c'est ça que ça change. Et comment ça se passe, une répétition dans un orchestre national ? Parce qu'on se doute que c'est pas un travail d'apprentissage des morceaux. Alors ça marche comment ? Si un apprentissage des morceaux, oui. En fait, ce qu'on n'apprend pas à faire, c'est à jouer de son instrument. On sait jouer de son instrument, on sait travailler entre nous. La mission de l'orchestre, d'un orchestre professionnel, c'est de pouvoir effectivement jouer beaucoup de répertoires et le monter très rapidement, de façon à ce que son public puisse chaque semaine entendre un concert différent. Donc à partir de ce moment-là, c'est certain que le musicien individuellement sait évidemment très bien jouer, puisque c'est un professionnel. Il a préparé chez lui sa partie, mais ensuite il a très peu de temps en groupe pour monter une œuvre. Et donc le travail de l'orchestre professionnel, c'est de pouvoir monter un programme en 3 jours, 3-4 jours maximum, pour pouvoir donc offrir un panel d'œuvres aux mélomanes chaque semaine, effectivement. Et vous avez participé à la création de plusieurs œuvres de Christian Lobach, justement, ou si je ne me trompe pas, au chant de la création de François Meimoun l'année dernière. C'est un travail particulier de collaborer directement avec le compositeur, parce que quand on joue du Beethoven ou du Mozart, c'est bien compliqué. Sûr, là, bien sûr, on peut essayer de faire changer ce qui est difficile, ce qui ne nous plaît pas, ce que l'on ne comprend pas. Effectivement, travailler avec un compositeur est toujours passionnant, intéressant, mais finalement, je ne sais pas si c'est l'idéal, puisque quand on travaille le Sacre du printemps de Stravinsky sans Stravinsky, bien finalement on se laisse libre de pouvoir l'interpréter comme on veut. C'est un peu comme un ado. Un ado, si on l'accompagne toujours des parents, est-ce qu'on va véritablement pouvoir le laisser s'épanouir ? Ben non. Donc là c'est pareil. Donc oui, ça a des bons côtés, parce qu'on peut avoir des réponses qui ne sont pas toujours idéales. Parce que surprenante. C'est sûr qu'un compositeur va dire, on lui pose une question claire. Alors là, par exemple, est-ce que c'est plus fort, plus vite, moins vite, je sais pas. Il va répondre quelque chose parce qu'il doit répondre. Je suis pas sûr qu'il répondrait toujours la même chose la veille ou le lendemain. Et vous êtes également amené à vous produire dans des formations plus réduites et en musique de chambre notamment. Vous êtes plutôt un musicien d'orchestre ou un chambriste ? Je suis tout. Tout. Je n'arrive pas, enfin je suis tout, et tout et rien. Je n'arrive pas à me limiter juste à un axe de travail, même si chaque axe pourrait prendre une vie, et plusieurs vies, c'est sûr. Radio CHU, c'est ta radio. Atlantic Trio sur Radio CHU, vous venez d'entendre donc Atlantic Trio de Johann Albert Amargós. Pourquoi nous avoir proposé ce morceau ? Parce que c'est une création, c'est une commande que nous avions passée à Johann Alberto Amargós, ce catalan. Et pourquoi Johann Alberto ? À la classe du conservatoire, j'avais imposé un jour une œuvre d'Amargós, un concerto pour clarinette, et j'avais adoré. Et j'avais pris contact avec lui. Je lui avais dit, est-ce que ça vous dirait d'écrire pour la formation clarinette, violon, piano ? Et il avait accepté tout de suite, et c'est ce qui m'a plu en fait chez Amargós,
c'est que là, il n'y a pas eu question de commande, d'argent, de quoi que ce soit. Pourtant, il était déjà bien connu en Espagne. Et il l'a fait, il l'a très bien fait. Il nous a fait un trio qui dure presque 30 minutes et qui est magnifique, que nous avons créé à Londres. Ça a été un travail sur une année. Et voilà, ça a été vraiment une belle expérience humaine. Hein. Vous jouez aussi en tant que soliste, et notamment au Japon, où vous produisez régulièrement. Qu'est-ce que ça vous apporte de différent par rapport à l'orchestre ou à la musique de chambre ? Alors, ce que ça m'apporte, je ne sais pas ce que ça m'apporte, mais j'espère que ça apporte aux autres. Je m'entends par là que, pour moi, j'essaie de donner du sens un petit peu à ma vie, à tout ce que je fais. Ma vie est axée autour de l'enseignement. Et donc, de l'exemple. Pour moi, l'exemple, c'est très important. Et pour un élève ou un étudiant, que son professeur, son maître entre guillemets, ou son exemple, puisse effectivement avoir du crédit, eh bien, il faut effectivement qu'il puisse connaître, pratiquer, qui la musique de chambre, qui l'orchestre, qui le métier un petit peu de soliste. Donc, j'ai une petite partie de ma vie qui se fait effectivement régulièrement au Japon, parce que j'ai aussi des amitiés là-bas, et que je joue en soliste, donc comme ça m'arrive de temps en temps à peu près. Radio CHU, c'est ta radio. Vous écoutez Point d'orgue sur Radio CHU et vous venez d'entendre un concerto de Jean Français, un morceau proposé par notre invité, le clarinettiste Richard Rimbert. Pourquoi nous avoir proposé ce morceau ? Jean Français m'a suivi depuis tout petit. Depuis que j'ai 10 ans, quand ça a été créé en 1968, ça a été écrit en 1968, puis créé par Jacques Lancelot. Et tout de suite, mon professeur de l'époque, Monsieur Jean Saint-Jour, à Cambo-les-Bains, au Pays Basque, je ne sais pas si vous connaissez, il était émerveillé par ce qu'il entendait. Et il m'avait donc fait découvrir ce concerto, alors que j'étais bien incapable de jouer quoi que ce soit. Mais à partir de l'âge de 10 ans, donc, il m'a suivi tout le long, j'ai toujours essayé de le jouer, et j'ai eu la chance effectivement de le jouer 4 ou 5 fois avec orchestre de par le monde, oui. Au Portugal, en France, au Japon, et c'est important pour moi. Et l'ONBA, votre orchestre, se produit dans plusieurs salles, mais le lieu de répétition, c'est l'Auditorium de Bordeaux, qui est ouvert en 2012. Alors en tant que public, elle est formidable, mais depuis la scène, qu'est-ce que ça donne et à quel point ça change du Palais des Sports où vous étiez avant ? C'est un lieu pour la musique. C'est ça qui est important. C'est quelque chose qui est consacré comme une église peut l'être. Eh bien c'est la cathédrale du son. Tout est fait pour le son. Alors on peut toujours critiquer un lieu suivant ce qu'on en attend de ce lieu. Mais moi, effectivement, qui ai joué pratiquement toute ma vie dans des salles qui n'étaient pas des salles de concert, et je ne parle pas que de Bordeaux, c'est au fil de ma carrière, il est évident que de jouer dans un lieu destiné à ça, c'est un vrai bonheur pour le musicien, un vrai bonheur. Et l'orchestre est amené à jouer donc des œuvres symphoniques, des symphonies ou des poèmes symphoniques, mais aussi des opéras, des ballets. Ça se passe plutôt au Grand Théâtre pour le coup. Est-ce que vous avez une approche différente des concerts en fonction du type de programme, de la salle où ça se passe ? De fait, le contexte fait que on n'est pas là aussi dans la même dynamique. C'est-à-dire quand vous êtes à l'auditorium, vous êtes sur scène, les gens vous regardent, même s'ils ne sont pas là pour vous regarder, mais pour vous écouter. Quand vous êtes au Grand Théâtre, vous êtes dans la fosse. Et là, vous êtes non plus le centre total, mais vous êtes au service de ce qui se passe sur la scène avec le chant, l'opéra, etc. C'est un spectacle complet. Et là, non, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Il faut être juste en dessous de la voix. Moi, c'est un rôle que j'adore. Puis en plus, le Grand Théâtre, il y a un passé, il y a une histoire, il y a la chaise, il faut avoir la chaise, c'est-à-dire des gens qui sont passés par là, comme Monsieur Yves Didier, par exemple, qui était le professeur et le soliste de l'orchestre avant moi, et tant d'autres qui sont passés à cet endroit-là, donc, et sur scène, évidemment, avec des gens, même Placido Domingo, tout ça sont passés par là, ou Jacques Thibault. Donc voilà, là, il y a une émotion particulière, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Radio CHU,
c'est ta radio. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak sur Radio CHU, proposée par notre invité, le clarinettiste Richard Rimbert. Pourquoi nous avoir proposé ce morceau ? Alors, c'est pas ce morceau-là précisément que je souhaitais, enfin tout du moins qui m'a motivé, c'est la manière dont il a été enregistré. Ça fait partie d'une série de disques, de CD live que Paul Daniel, notre chef, a engagé, qui sont édités chez Actes Sud. Et j'aime beaucoup ce principe de faire des enregistrements live, c'est-à-dire la réalité des choses, avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir dans un direct. Mais quand j'écoute par exemple des images ou que j'écoute des enregistrements d'archives, ce qui m'intéresse, ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé, mais quelque chose qui est authentique. Et donc je me dis que c'est la même chose pour nous. Et voilà, donc ça c'est la symphonie de Dvorak. Et j'ai choisi ça parce que ce n'est pas moi qui... le petit solo de clarinette, évidemment, il y a un clin d'œil, ce n'est pas moi qui joue, c'est mon ami et collègue Sébastien Battu. Et il y a aussi une règle dans ma vie maintenant, c'est que l'artiste sait que l'autre existe. C'est pas une phrase de moi, c'est d'Albert Camus. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre ou accepter ou véritablement donner la place à l'autre. Quand on est étudiant, en musique, mais peut-être aussi dans les autres disciplines, on finit par se focaliser sur soi-même, son niveau, son image, sa sonorité, voilà. Et donc, on finit par être replié sur soi, et puis l'âge arrive, et puis on réfléchit, et là on veut peut-être donner du sens, et on se dit, tiens, si on veut que son image porte, il faut que les autres s'y intéressent. Mais si nous-mêmes on ne s'intéresse pas aux autres, ça ne marche pas. Et donc là, on entend Sébastien, et qui joue magnifiquement la clarinette, et j'apprécie beaucoup mes collègues et tout l'orchestre. Et voilà, donc je voulais aussi montrer qu'on n'est pas toujours focalisé sur soi-même. Et je le disais en introduction, vous enseignez au Conservatoire de Bordeaux, et vous êtes chargé d'un groupe d'orphéons. En quoi ça consiste, les orphéons ? L'orphéon, c'est vraiment un nouvel outil pédagogique, une nouvelle approche de l'enseignement. C'est-à-dire qu'autrefois, je vais schématiser, vous avez le cours d'instrument, le cours de solfège, et puis après il y a eu le cours d'instrument et la formation musicale. Bon, et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau, et c'est l'orphéon, c'est-à-dire que l'on apprend ensemble à jouer ensemble. On n'apprend pas à jouer d'un instrument ensemble, on n'apprend pas à faire du solfège ensemble, on apprend à jouer ensemble. Et effectivement, l'orphéon, c'est ça, une réunion, alors précisément, c'est une réunion de 12 enfants, de 4 disciplines différentes en général, et vous avez les 5 professeurs qui sont là, les 4 professeurs instrumentaux et le professeur de FM, et pendant 30 minutes, on est tous réunis et on fait de la musique, et on travaille sur un thème qui englobe tout le monde. Et ce sont des enfants de quel âge à peu près ? En dessous de 10 ans, entre 7 et 10 ans. Vous avez aussi des élèves plus grands, comme Thaïs, qui est avec nous. Vous avez gentiment accepté tous les deux de nous ouvrir les portes de votre salle de classe, en quelque sorte, puisque nous allons assister à un petit échantillon pédagogique. Donc il est temps pour moi de me faire toute petite et de laisser Richard Rimbert et Thaïs Lafont travailler tranquillement. Tu veux qu'on travaille quoi, la Traviata ? Oui. Alors, je te propose de déchiffrer ce petit passage. Très bien, merci. Alors, tu l'as dans l'oreille ce passage ou pas ? Oui. Hein, d'accord. C'est là où ils chantent à tous les deux et qu'ils parlent de quoi ? De liberté. Oui. Ils parlent de liberté, ils chantent leur liberté. Ok. Bien. Là, nous avons deux possibilités. Soit on travaille la clarinette, c'est-à-dire
je vais te dire que là c'était faux, que les appoggiatures n'étaient pas au bon endroit, etc. On va parler techniquement, professionnellement, je ne sais pas si c'est toujours intéressant, parce qu'ici, là, on pourrait parler de musique. Oui. Pour parler de musique, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de donner du sens à ce que l'on fait. Oui. Voilà, alors on recommence, et essaie de donner du sens à ce que tu fais. Alors, comment fais-tu pour donner du sens à quelque chose? C'est un phrasé. Tu veux phraser? C'est-à-dire phraser Là, en phrase? Je pense que c'est plus question-réponse. Et D'accord. un système de questions. Tu essaies de structurer. Oui, c'est ça. Mais dans le mot sens, Oui. là, ça veut bien dire que l'on va vers quelque Oui, chose. tout à fait. Il faut donc avoir un objectif. Ok. Et on ne peut pas avoir uniquement des objectifs qui sont des notions de structure, comme un architecte qui, par exemple, dirait, voilà, il faut que mon immeuble tienne en équilibre, alors il faut qu'il respecte ces règles-là. Non, c'est pas véritablement ça le sens musical. Le sens musical, c'est lui donner un sens qui est bien au-delà de ça. Et donc, il faut peut-être mettre des mots là-dessus. Si tu mets des mots, c'est une phrase, tu parlais de phraser, et tu vas donner un sens à ta phrase. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, il faut savoir, effectivement, dans l'opéra, de quoi il parle. Et en fonction de quoi il parle, ça va te guider dans ta façon de mettre des accents toniques ou pas. Et ce n'est pas uniquement technique ou structurel. Tu comprends? Voilà. Donc je t'invite à aller écouter l'air de la Traviata et tu verras que peut-être ça t'éclairera un petit peu sur la manière de jouer ça. Et ça vaudra tout le reste. Ensuite, est-ce que la Traviata, tu sais de quoi ça parle, plus ou moins? C'est tiré d'Alexandre Dumas, tu sais, c'est de la Dame aux camélias. D'accord, oui. Okay. Eh bien, c'est une histoire intéressante qui ressemble un petit peu à la nôtre. Si je fais un parallèle, c'est une histoire de confiance. D'accord. Un homme qui est amoureux d'une femme, une courtisane en fait, et qui finalement ne va pas pouvoir, comment dirais-je, rester amoureux d'elle, puisque elle va se refuser, mais elle va se refuser à lui pour le sauver en fait. Et lui, sa confiance en elle est mise à mal. Et donc, c'est un petit peu comme le professeur et l'élève. L'élève doit avoir une confiance totale dans son professeur, sinon on ne peut pas avancer. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir emmenés dans les coulisses du travail d'un clarinettiste. On a pu le constater, vous êtes très investi dans la pédagogie et vous avez notamment obtenu le prix spécial de l'enseignement musical en 2016 pour le festival Chœur d'orchestre. C'est un festival qui vous est très cher, je crois. En quoi consiste-t-il ? Le principe que nous voulons mettre en place avec l'Orchestre de Bordeaux-Aquitaine et l'Opéra, c'est de permettre à tout musicien qui n'a pas la chance d'être dans un grand orchestre, déjà je parle de taille autant que de niveau, un grand orchestre, un orchestre qui est capable de jouer par exemple le Sacre du Printemps ou la 5e de Tchaïkovski, c'est un effectif de 95 ou 100 musiciens avec des instruments très spéciaux. Donc pour jouer ce répertoire, beaucoup de musiciens ne peuvent pas y avoir accès parce qu'ils ne font pas partie d'un grand orchestre. Et donc l'idée c'est de dire, trouver un moment dans l'année pour inviter ceux qui ont envie de vivre le répertoire, non pas seulement en l'écoutant, mais en le pratiquant, et venir donc à nos côtés, sur scène. On fait du 1 pour 1, on essaie du 1 pour 1, c'est-à-dire un musicien de l'ONBA et comment on va appeler, un académicien par exemple, même si ce n'est pas le bon terme. Et voilà, et on partage ce moment, on partage le patrimoine. C'est ça vraiment le centre, ce qui me motive encore, parce que ce n'est pas encore quelque chose, le chœur d'orchestre n'est pas encore bien établi et pérenne, mais on espère y arriver.
Alors ça sera ouvert dès le second cycle, dès qu'on sait jouer un petit peu la clarinette ou du violon ou du violoncelle, dès qu'on a à peu près 4-5 ans de pratique. Vous pourrez être à côté d'un musicien, sachant que quand vous ne savez pas bien jouer la partition qui est écrite, qui est trop difficile, le professionnel la jouera, un petit peu comme quand vous ne savez pas sauter en parachute, mais vous sautez en binôme. Mais on va aussi réserver des œuvres difficiles à des étudiants ou à des professeurs, enfin des professionnels qui ne sont que dans des écoles de musique. Le que veut dire qu'ils ne sont pas dans un orchestre en même temps, mais qui voudraient bien aussi pouvoir partager ça. Donc effectivement, ça va s'ouvrir surtout, et on pourrait même s'ouvrir jusqu'à cette nouvelle dimension aujourd'hui qui est Demos. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif qui va chercher des jeunes qui socialement n'auraient peut-être pas eu la chance de rencontrer la musique classique. Et là, eh bien oui, on va peut-être s'associer avec eux. Et vous êtes aussi un véritable athlète, et vous avez une méthode de communication assez atypique pour promouvoir corps d'orchestre. Vous avez fait la tournée des écoles de musique en courant. Et effectivement, au niveau de la communication avec les jeunes, quelquefois je peux accrocher sur un thème pédagogique grâce à la course. Et je voulais aussi montrer ma détermination par rapport à ce projet Chœur d'orchestre qui j'espère va aboutir. Et quoi de mieux que de courir 90 km ou 250 km, comme nous l'avons déjà fait, pour prouver qu'on est vraiment déterminé. Et là, le prochain projet, je sais pas, c'est un peu fou, c'est de réunir par la course la Philharmonie de Paris, donc Demos, avec l'auditorium à Bordeaux. Et non, on ne passe pas par l'autoroute, donc ça ne fait pas 580 km, mais ça fera presque 800 km de course. Voilà, et ça sera chouette. Eh ben, bon courage pour ça. Notre émission touche à sa fin. Le temps tout de même d'écouter un dernier morceau proposé par vous, Richard Rimbert. Je vous laisse le présenter. Alors, c'est un enregistrement d'un concert de musique traditionnelle, la musique klezmer. C'est une musique que j'ai découverte il y a une vingtaine d'années. Un jour, le clarinettiste référent pour la musique klezmer, c'est toujours Giora Feidman, et il devait venir jouer à Bordeaux avec l'orchestre de Bordeaux-Aquitaine au Grand Théâtre. Et Hans Graf, notre chef à l'époque, un jour m'appelle, il me dit voilà, Giora ne peut pas venir dans 3 jours, est-ce que vous voulez le remplacer ? Et il a fallu que je me lance dans ce domaine-là. Alors pendant 3 jours, j'ai écouté de la musique et ça m'a plu. À partir de ce moment-là, effectivement, quand Stéphane Rougier m'a proposé de faire partie du groupe Meshoug, qui veut dire la folie en fait, je me suis lancé là-dedans. Et voilà, donc l'enregistrement que vous allez entendre est en fait un extrait d'un disque live qui a été fait au Théâtre des 4 Saisons à Gradignan. Et j'ai beaucoup de plaisir à jouer cette musique, effectivement. Radio CHU, c'est ta radio. Meshoug sur Radio CHU. Merci beaucoup Richard Rimbert d'avoir ouvert votre porte à Radio CHU et d'avoir choisi la playlist de cette émission. On vous retrouve donc dans l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine ou dans vos nombreux projets qu'on a évoqués. Merci aussi à Thaïs Lafont de nous avoir permis d'assister à ce moment de pédagogie musicale. Et merci d'avoir fait cette émission dans l'esprit de Radio CHU, parce que je crois que le travail du CHU vous est cher. Tout à fait. On va aussi remercier tout ce personnel. Mon épouse, Laurence, travaille aux urgences pédiatriques. Et j'avoue qu'au début de l'émission, je vous disais qu'il fallait donner du sens à sa vie de musicien, et que moi j'avais évolué. Et effectivement, c'est au travers de tout ce que j'ai découvert dans le CHU, de toute l'empathie que peut avoir le personnel avec les patients, etc. En fait, tout ce qui se fait, c'est un monde quand même que je ne connaissais pas, il faut dire ce qui est. Et ça a été le moteur, et c'est toujours le moteur de ce que je fais aujourd'hui, qui doit avoir du sens et du sens pour l'autre. C'était Point d'orgue avec le clarinettiste Richard Rimbert. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio CHU. Au revoir.